Et on est de retour pour cette matinale de Géopolitique Profonde pour une chronique un peu spéciale, une chronique qui sera une petite série. Nous parlons régulièrement d'économie, de géopolitique. On fait le point sur l'actualité brûlante, mais il est aussi important de continuer à se former. L'information, la réinformation, c'est bien, mais aussi la formation intellectuelle et philosophique est importante. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir et recevoir Antoine Bachelin-Sénat. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Merci Raphaël, ça va très bien. C'est un plaisir pour moi à partager aussi. Antoine Bachelin-Sénat, donc qui vit au Brésil depuis de nombreuses années maintenant, entrepreneur aussi au Brésil. On a eu l'occasion de pouvoir te faire venir plusieurs fois pour faire le point sur la situation au Brésil sous différents contextes. Ça a été lors des précédentes élections présidentielles qui ont vu Lula gagner. On avait aussi fait le point sur le parcours de Bolsonaro. D'ailleurs, tu en avais fait tout un ouvrage, Mythes et mensonges, un ouvrage biographique pour établir la vérité comparée pour contrebalancer avec la propagande que l'on a pu observer face à Bolsonaro lorsqu'il était président du Brésil, mais aussi de qui protéger l'Amazonie, ton tout dernier ouvrage. Mais là, on va parler de ton second, je crois que c'est le second que tu as publié, si je ne me trompe pas, parmi donc les trois ouvrages qui sont accessibles sur ton site antoinebachelin-sénat.com. Et c'est l'ouvrage que vous pouvez voir tout à côté, juste à côté de Antoine, et que j'ai aussi juste ici. Ça fait partie des rares ouvrages que j'ai pu embarquer en quittant la France et en perdant accès à ma bibliothèque, malheureusement. Les cours de philosophie par Olavo de Carvalho. Comme je l'ai dit, cette chronique, eh bien, c'est pour parler de philosophie, mais surtout d'un philosophe en particulier, car il est important de s'intéresser aux penseurs modernes et aussi aux penseurs qui ne sont pas forcément en France, en Europe, et qui n'ont pas été régulièrement eh bien, relayés ou même traduits. Et c'est ce qu'a fait Antoine Bachelin-Sénat pour nous faire donc découvrir Olavo de Carvalho. Donc, première question toute simple, cher Antoine, eh bien, qui est Olavo de Carvalho? Il est contemporain de notre époque et pour moi, c'est le plus audacieux des philosophes. Il a été connu par son cours de philosophie qu'il faisait online, hein. Et justement, son objectif, c'était de nous rendre philosophes de façon vraiment pratique. Donc, c'est pas quelque chose de théorique, hein. Il a écrit plus de 60 ouvrages en plus de son cours de philosophie. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très prolifique, hein, que ce soit sur l'imbécile collectif, qui est très intéressant, par exemple. Moi, je pense que c'est son ouvrage phare, hein. Il y a Le Jardin des afflictions, il y a la nouvelle ère de la révolution culturelle. Donc, il analyse la société vraiment pour montrer son personnage clé. En fait, il dénonce la fausseté de nos icônes culturelles. On se retrouve dans le vide, on est un peu perdu au début parce que toutes les sécurités idéologiques sont cassées sans violence, mais c'est fait de façon lucide, naturelle. C'est une cassure avec nos sécurités intellectuelles. Il nous vaccine en fait contre l'hédonisme, le matérialisme, le scepticisme. Et il va démonter tout ça en fait. Voilà, c'était un marxiste au départ, un communiste. Et puis il s'est questionné, il a questionné cette idéologie qui a évolué, hein, et qui évolue encore aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment très important d'analyser ça au niveau philosophique. Sa clé, en fait, c'est qu'il détruit le dressage collectif qu'on a connu, en fait, si vous voulez. Il crée un bouleversement dans la structure de notre pensée parce qu'il détruit le relativisme, le scepticisme comme attitude de vie. Et en fait, il explique que le scepticisme absolu, ça entraîne le doute permanent sur tout. C'est un suicide de l'esprit, un aveuglement permanent. Et il explique en fait, lui, que le dressage de l'école, répéter des formules, des protocoles, c'est un chantage émotionnel de suivre le groupe en fait. Et c'est un dressage collectif, alors qu'il nous faut, au niveau émotionnel et social, être prêt à questionner notre situation sociale. Donc, il nous questionne pour aller contre la majorité, ne pas être prisonnier d'un amas de mensonges, de superficialité. Il veut qu'on soit authentique et il veut nous émanciper, en fait. Il veut nous donner un engagement éthique, nous donner du courage et nous montrer que dans notre société actuelle, les soi-disant intellectuels ne peuvent pas décrire la réalité, ils montrent juste leur carte du club, leur appartenance, leur auto-identification au groupe. Ils partagent en fait juste des lieux communs avec un sens de concordance acquis dans un dressage de protocole. Et donc lui, il explique que ce manque de réponse à nos propres sens, à la réalité, ça entraîne la peur, ça entraîne des manques émotionnels.
Et donc, son objectif central dans son cours de philosophie, c'est de dénoncer le système d'éducation sociale qui corrompt notre liberté de penser. Mhm. Donc, merci Antoine. Et ça, d'ailleurs, on aura l'occasion lors de d'autres chroniques de se concentrer sur les travaux d'Olavo de Carvalho. Mais là, vraiment, ma question pour introduire le sujet et le personnage, donc Olavo de Carvalho, qui est un philosophe brésilien. En tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui en Occident, c'est qu'il y a véritablement une problématique de marxisme culturel, qui d'ailleurs est repris aujourd'hui aux États-Unis, il faut le savoir. C'est-à-dire, nous sommes en pleine période électorale, de campagne pour les élections présidentielles, et on a par exemple le camp républicain, le camp conservateur, qui dénonce ce marxisme culturel, ce socialisme qui est responsable aujourd'hui de la progression enfin, de l'évolution du progressisme culturel. Voilà, et ça c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est développé. Ma question c'est vraiment qui est Olavo de Carvalho? Est-ce que tu peux donner plus d'informations sur son personnage, son parcours, la personne qu'il est, sachant que pour d'autres chroniques, on prendra vraiment le temps d'aller sur ces Oui. concepts phares qu'il a pu développer. Maintenant, Olavo du Carvalho, il est vraiment contemporain de notre époque, hein, sachant qu'il est mort en 2022. Donc, il faisait énormément de vidéos sur Internet, hein, au Brésil, avec son cours de philosophie. Et il est écrivain, il est journaliste, il a écrit dans énormément de journaux, hein. Il est dit ici au Brésil qu'il serait le gourou justement de Bolsonaro, mais c'est faux, on va l'expliquer que justement, il est bien évidemment conservateur, hein, et il expliquait que la gauche a dominé les universités, les médias ici au Brésil depuis des décennies, hein, justement dans ce processus de marxisme culturel que tu expliquais. C'est vrai qu'on a eu un passage qui expliquait aussi par Olavo du Carvalho du marxisme de lutte des classes vers un marxisme culturel qui a été expliqué aussi par différents auteurs qu'il va expliquer, notamment le livre La stratégie de l'hégémonie socialiste, hein, de Ernest Laclau. Donc, il explique tous ces passages-là qui sont subtils et qui se font sur le long terme. Justement, ce qui est très intéressant, c'est que cela se fait peu à peu. C'est un changement culturel qui, qui n'est pas perçu par la majorité des gens. C'est là où c'est très important. Il faut justement retrouver un contact proche avec nos valeurs. Et c'est justement un questionnement très intéressant. C'est pour ça que j'ai fait une introduction sur le dressage collectif. C'est la clé. C'est la clé. Donc voilà, le fond est important à mettre en avant en premier, mais c'est vrai que le personnage de Lavo du Carvel a été connu sur Internet en faisant le buzz et il a eu des persécutions, il a dû se réfugier aux États-Unis justement parce qu'il était attaqué tous les jours par les médias globalistes qui justement veulent de façon subtile faire changer la société, l'influencer par ce marxisme culturel, hein, qui est dans les médias et dans les universités qui sont dominés. Et donc il a défendu les valeurs conservatrices et il a expliqué comment sortir de ce marxisme, comment lui-même est sorti de ce communisme. C'était un militant communiste, hein. Des amis à lui ont fait des stages à Cuba comme José Dirceu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît au niveau politique aussi organisationnel. Il explique comment ce qu'on pense communisme en fait aujourd'hui est encore vivant, hein, sous la forme de socialisme. Il explique que le communisme c'est un projet qui ne s'arrêtera jamais, c'est une révolution qui n'aura jamais de fin. Et l'objectif n'est pas la domination des moyens économiques, parce que ça, ce n'est pas possible, sinon il n'y a pas de prix de marché. Il explique comment ça se passe en fait au niveau organisationnel, quels sont les opérateurs, comment ils sont alliés. Donc il est aussi au niveau politique extrêmement important. Mais sa clé, bien évidemment, c'est le cours de philosophie qui est à mes côtés et que Raphaël a démontré, qui est un bouleversement dans notre forme de pensée pour que l'on ancre à nouveau notre réflexion sur nous-mêmes, comment nous arrivons à penser, comment nous nous faisons influencer, arriver à percevoir les différentes influences que l'on subit et surtout certains mots vides de sens, comme le mot par exemple démocratie, qui est utilisé en faisant des références à des symboles qui sont soi-disant partagés mais qui ne sont pas questionnés. Et donc cette prise en main des mots par les marxistes culturels et questionné par Olavo du Carval, qui veut que l'on se réapproprie en fait les mots, que l'on se réapproprie les sens, que l'on se réapproprie notre réalité pour reprendre la domination sur notre réalité. Donc c'est très important, c'est clé. Il faut lutter contre le dressage collectif
depuis très jeune. Et donc, c'est un mouvement de long terme qui a été créé par Olavo de Carvalho et qui est vraiment clé pour tous les patriotes du monde entier. C'est une vraie bombe, les enseignements d'Olavo de Carvalho. Hmm. Un personnage intéressant, d'autant plus lorsqu'on regarde, encore une fois, la réputation qu'il pouvait avoir auprès des médias occidentaux. On le présentait comme le Steve Bannon de Bolsonaro, on le présentait comme le gourou d'extrême droite du Brésil, ennemi, finalement, une sorte de fasciste intellectuel. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on regarde une fois tout simplement les travaux qu'il a pu produire. Finalement, il critique. C'est toujours la même inversion accusatoire des communistes, hein. Insultez-les de ce que vous êtes, accusez-les de ce que vous faites. Donc, ce sont eux, les fascistes, ce sont eux qui ont ce qu'on appelle le terme de démocratie totalitaire qui règne actuellement dans notre société occidentale. Et justement, Lavo du Carval, lui, s'insurge contre cela et défend notre individualité, notre intériorité contre la tyrannie collective. Hmm. Et Absolument. bien évidemment, les médias globalistes veulent l'attaquer. Leur tactique, c'est l'attaque. Tout à fait. Veulent le discréditer. Tout à fait. Donc un penseur qui se concentrait sur les problématiques de la mondialisation de manière générale, étant donné mais surtout de l'idéologie qu'il y a derrière du mondialisme, et qui est aussi, évidemment, comme on parle de philosophie, il avait tout un travail qui a été produit, notamment sur le catholicisme, parce qu'en fait, bon, il est passé par différents courants de pensée et aussi religieux. Il a même côtoyé le soufisme dans les années 80-90, si je ne me trompe pas. Mais peu de temps, mais en tout cas, il avait expliqué que c'était un passage nécessaire dans sa formation avant de retourner au catholicisme, mais surtout, il critique le nouvel athéisme, c'est-à-dire vraiment finalement la religion moderne. En France, on sait que une des résultantes, en fait, de la Révolution française, c'est aujourd'hui cette dimension laïque, cette laïcité qui développe euh, une forme d'athéisme qui est plutôt en tout cas un mépris de la spiritualité, un rejet de la hiérarchie de certaines valeurs traditionnelles en tout cas, et on voit les conséquences que ça a à la fois sur notre rapport au monde, le rapport à notre corps, tout simplement au sens même de la famille, du travail, de l'engagement, de la collectivité et donc de l'organisation collective. Donc tout un travail développé par Olavo de Carvalho. Donc pour terminer cette chronique, Antoine, sachant que, comme je l'ai dit, nous prendrons le soin en fait, de vous présenter, en fait, tout simplement, chers spectateurs, des concepts développés par Olavo de Carvalho, en espérant que ça vous donne envie de lire et d'étudier. Eh bien, vous avez l'ouvrage à côté d'Antoine Bachelin-Sénat qui reprend des séminaires développés par Olavo de Carvalho. Il y en a une centaine dans l'ouvrage développé. Euh, En cours. voilà, sans cours, exactement. Donc, Antoine, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton ouvrage et terminer encore une fois par peut-être nous définir les concepts clés qu'il a pu développer vraiment de manière très succincte, les différents concepts philosophiques clés sur lesquels il s'est concentré et qu'on présentera à l'occasion d'autres chroniques. Alors, c'est vraiment très pratique, hein, justement, l'objectif, et il nous donne des exercices pour le faire, hein. Il y a un exercice notamment de nécrologie qui est très important et qui, dès le début, nous ancre dans ce que nous voulons pour penser notre vie. Donc, je vous invite à savoir, on le développera peut-être dans une autre émission. Donc, c'est vraiment pointu aussi au niveau historique, hein. En même temps, c'est pratique, mais en même temps, c'est vraiment complet au niveau historique, au niveau des sujets abordés, parce que la philosophie en elle-même, ça regroupe énormément de domaines, hein. Donc, c'est obligé d'être autant questionné au niveau géopolitique, autant questionné au niveau social, autant questionné au niveau historique. Donc, c'est vraiment quelque chose de dense, hein. C'est un livre qui fait autour de 500 pages. Donc, si je veux reprendre, par exemple, certains chapitres, axé Effectivement. sur la pratique, on a vraiment donc l'exercice nécrologique, je vous en ai parlé, la lecture initiale, hein, il explique aussi la bibliographie. Alors la bibliographie ne se trouve pas à la fin de cet ouvrage, hein, elle est elle-même un sujet de questionnement philosophique abordé notamment dans différents chapitres. Donc les chapitres sont cités, hein, lecture formative essentielle pour les étudiants, exercice de bibliothèque imaginaire, l'insuffisance de l'analyse structurale des textes en philosophie. Donc quelque chose aussi de, voilà, de vraiment pratique, hein, comme je l'ai expliqué. Et puis, énormément de domaines. C'était, de toute façon, Olavo est quelqu'un qui a voyagé, qui a une connaissance aussi pratique. On l'a expliqué, il était chez les soufis au départ, il était communiste. Donc, il a énormément de références et de domaines divers qui sont très bons pour nous stimuler intellectuellement. Et donc, on a, oui, 100 cours, énormément de chapitres
énormément de cours, la dialectique de la compréhension, les différents concepts de la foi. Euh, il nous fait découvrir aussi des auteurs. Raphaël en a parlé, catholiques qu'on ne connaissait pas, que moi je ne connaissais pas et que j'ai connu seulement grâce à Olave du Carval, comme Louis Lavelle, Étienne Couvert. Donc des auteurs qui moi, m'étaient inconnus et que j'ai découvert, merci, grâce à Olave du Carval. Il aborde christianisme et modernité. Comment lire un texte de philosophie. Donc, c'est quelque chose de vraiment pratique, hein. Analyse de texte, la question de la vérité, l'illusion des lumières. Donc, plein de sujets aussi qui se recroisent. Vous pouvez le prendre comme différents chapitres. Aujourd'hui, on a envie de s'interroger, par exemple, sur Aristote, par exemple. Voilà, cours 18, page 74. Aristote pédagogue. Donc, une petite 3-4 pages sur Aristote en nous expliquant son message, sans citer directement Aristote, mais justement nous apprenant à être réellement philosophes. Quelles étaient les questions que se posaient les philosophes, nous mettre nous-mêmes dans la peau d'Aristote, quelles étaient les questions qu'Aristote se posait, et qu'on puisse nous-mêmes se dire, ben oui, cette question finalement est intéressante. Moi, dans cette société, comment je peux me positionner. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait vivre en nous-mêmes grâce à l'exercice premier qui est l'exercice de nécrologie. Quel est notre rôle dans la vie, lors de notre mort, comment nos amis nous raconteront, quels sont les points, les valeurs qu'on aimerait mettre en avant durant notre vie, qu'on aimerait renforcer, qu'on aimerait questionner. Donc c'est quelque chose de pratique, hein. J'ai commencé en parlant du dressage collectif, c'est vraiment la clé de son message, hein, justement, d'arriver à repérer comment on est dans une tyrannie qui nous fait obéir à des mots vides, à des concepts partagés par des clubs d'appartenance qui ne respectent pas notre intériorité, notre individualité. Donc ce livre est vraiment une révolution et sur différents concepts, hein, que ce soit le marxisme culturel, que ce soit sur Descartes aussi. Vous allez découvrir un nouveau Descartes, hein. Il explique de quelle façon Descartes est en fait un occultiste, de quelle façon Descartes a caché énormément de messages. Donc, il va dénoncer aussi certains auteurs que vous croyez comprendre. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit, de faire plusieurs chroniques afin de présenter cet auteur. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais introduire plus régulièrement au sein de la matinale de Géopolitique Profonde, c'est-à-dire évidemment, on ose vous faire des présentations avec par exemple Arnaud Béguin, Andy Bussaglia, des chroniques d'informations et aussi de conseils pour passer à l'action, on va dire, de vous faire comprendre pourquoi il faut passer à l'action sur le plan économique, par exemple, parce que c'est un sujet qui est compliqué à aborder en France, alors que pourtant l'économie, évidemment, et la situation économique impactent tous les Français. Mais il y a aussi, évidemment, une crise conceptuelle, une crise philosophique, une crise intellectuelle. Vous le savez, nous avons même fait récemment une émission sur Géopolitique Profonde, la chaîne principale, les émissions avec Mike Borowski qui présentait eh bien, la catastrophe actuelle, le phénomène d'idiocratie majeure qui arrive avec la destruction de la capacité à penser et à lire, à écrire des enfants au sein de l'éducation nationale. Donc c'est très important de faire ce travail de formation, à mon avis, à tout âge. Et évidemment, je ne dis pas que vous ne savez pas lire, pas écrire, cher spectateur, hein, ne le prenez pas comme ça. Je dis simplement qu'il est important de travailler sérieusement sur la maîtrise de concepts pour pouvoir améliorer ses outils de réflexion. C'est absolument nécessaire, surtout aujourd'hui, étant donné qu'il y a une guerre culturelle, intellectuelle, philosophique majeure. Et pour certains aussi, évidemment, il y a une guerre aussi spirituelle. Et ça aide peut-être à s'orienter sur ces différentes thématiques de manière saine. Voilà. Et n'ayez pas peur, justement, dans la 4e page, c'est expliqué, hein, le cours de philosophie ne vous demandera que deux choses, la sincérité et l'effort tranquille. Exactement, très bon rappel. On rappellera aussi, quand on revient un petit peu aux fondamentaux philosophiques, même s'il est nécessaire de s'intéresser aux philosophes contemporains, bien évidemment. Lorsqu'on s'intéresse normalement aux philosophes présocratiques ou même, on va dire, à la période socratique, ou en tout cas au travail de Platon, mais surtout des dialogues socratiques, eh bien, vous pouvez voir le travail finalement un petit peu plus simple de réflexion, qui développe un petit peu plus d'autonomie, demande un travail qu'on pourrait appeler de bon sens, mais de bon sens en termes d'angle de réflexion, par où prendre les choses, comment les aborder, comment les développer.
C'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, on est dans une guerre de l'information et il est difficile, à mon avis, d'avoir une vision claire et aussi même de traiter l'information de manière claire et pertinente. On peut souvent s'y perdre et c'est fait à dessein dans certains milieux de polluer d'informations, de détruire des outils que l'on pourrait normalement, qu'on devrait normalement maîtriser. Comme je l'ai cité il y a quelques secondes avec, par exemple, l'éducation nationale et les phénomènes d'idiocratie. Merci beaucoup, Antoine. On se retrouvera très bientôt pour une autre chronique, comme je l'ai dit. Je le rappelle, antoinebachelin-sénat.com, si vous souhaitez découvrir à la fois des articles publiés par Antoine Bachelin-Sénat ou bien voir les autres ouvrages qu'il a pu écrire. On les avait déjà présentés sur la chaîne. On a Mythes et mensonges qui nous fait en fait un travail biographique sur le personnage de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, qui n'est plus président du Brésil et qui d'ailleurs a perdu les Et qui élections va de manière revenir. étrange. Pardon? Il va revenir comme Trump. En espérant qu'il puisse revenir, surtout quand on voit les effets des élections et surtout du personnage qui est Lula. Souvenez-vous de la lune de miel entre Emmanuel Macron et Lula où il courait main dans la main, avec des photos officielles où il courait main dans la main sur la plage. Il a allé Bon, chercher bref, un contrat d'uranium, il est allé chercher un contrat d'uranium pour la France. C'est caché tout ça. absolument. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en rediscuter. Bref, en tout cas, merci beaucoup Antoine. Donc, je le rappelle, voilà, antoinebachelin-sénat.com et aussi de qui défendre l'Amazonie. Voilà des sujets qui concernent le Brésil. Brésil qui est un pays extrêmement important à connaître parce qu'il y a des enjeux diplomatiques, géostratégiques majeurs qui concernent à la fois les États-Unis, l'Occident et aussi le fameux Sud global. Souvenez-vous que dans les BRICS, il y a la lettre B. Voilà, donc c'est important de savoir ce qui se passe dans ce pays. Et la plus grande frontière avec la France, c'est le Brésil avec la Guyane française. Un point très important aussi au niveau géostratégique et la contrebande illégale. Absolument. Mais on reviendra dessus sur On, mon en- livre on aura Le type. l'occasion d'en reparler. Mais raison de plus pour s'intéresser à ces sujets-là. Donc merci beaucoup Antoine et chers spectateurs, merci encore Antoine.